Moi, donc Marc Fortin, je suis développeur indépendant. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience sur Steam Early Access puisque j'ai un jeu qui est donc en Early Access depuis à peu près 6 mois. Et du coup, ça vous permettra éventuellement, si ça vous intéresserait, de vous lancer aussi en Early Access, de voir un petit peu les avantages, les inconvénients. Donc vas-y Donc je vais commencer par vous parler pendant quelques minutes de mon parcours, voir comment j'en suis arrivé parce que c'est pas mon premier jeu que j'ai lancé en Early Access et je recommande à personne de démarrer par un jeu sur Steam en Early Access, c'est pas une bonne idée. Donc moi je suis développeur indépendant depuis très longtemps, j'ai commencé à créer des jeux quand j'étais au collège et j'ai sorti mon premier jeu payant quand j'étais au lycée, à l'époque c'était Windows Mobile, c'était avant Windows Phone. Donc c'est le jeu qu'on voit là sur le côté, c'était un petit jeu de course de vaisseau. Ensuite je suis parti à l'ENSET, c'est une école d'ingénieurs à Toulouse, en spécialisation informatique et surtout multimédia. Et puis j'ai continué tout au long en fait, de mes études continuellement comme ça à bosser sur des petits jeux en indépendant, vraiment indépendant, c'est-à-dire en gros je suis le seul codeur de mes jeux. Après pour les graphismes ou les choses comme ça, je me fais aider mais c'est moi qui code. Vas-y. Donc j'ai eu la chance de connaître un petit peu le succès avec un jeu qui a bien marché. C'était pour le coup à l'époque de Android. Donc c'était il y a 6 ans. Donc Android était encore assez récent. Je me souviens avoir acheté le tout premier téléphone Android dès qu'il est sorti en me disant que ça pourrait être intéressant de me mettre là-dessus. Donc le jeu en question, pareil, c'était pas mon premier jeu sur Android. En gros, c'était mon deuxième, ce qui est plutôt déjà pas mal. Et ce jeu-là, pour le coup, a vraiment eu du succès puisque j'ai fait plus de 100 000 ventes et il y a eu plus de 5 millions de personnes qui l'ont testé sur différentes versions gratuites, démos. Donc c'est un jeu qui m'a permis de pouvoir me projeter un peu plus et de me dire que peut-être que je pouvais en vivre du développement indépendant. C'était quoi le gameplay? Alors l'idée c'est que le gameplay, moi j'avais envie de faire un jeu un petit peu dans le style de F-Zero si vous connaissez, ou Wipeout. C'est des jeux sur console qui m'avaient beaucoup marqué dans ma jeunesse. Et en fait, sur téléphone, l'avantage c'est que j'arrivais avec un téléphone qui avait un accéléromètre dès le départ. Donc je me suis dit que ça pourrait être vachement cool de faire un jeu où pour le coup on joue comme ça, juste en bougeant le téléphone. Un peu comme les volants virtuels. Donc je me suis lancé là-dessus quasiment instantanément, surtout que j'avais déjà fait un jeu un peu du même style sur Windows Mobile, ce qui m'avait donné l'expérience pour me lancer sur celui-là. Vas-y, tu peux mettre la suivante si on parle encore. En gros, ce jeu, s'il a été un succès, c'est justement un petit peu pour une combinaison de facteurs. Le facteur le plus important, c'est le fait que je sois arrivé au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire qu'à l'époque, des jeux de ce style-là, il n'y en avait aucun. C'est-à-dire j'étais le premier jeu de course comme ça de vaisseau. Et c'était aussi dans les tout premiers jeux 3D. C'est-à-dire que à l'époque, Unity, ça existait, mais c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. C'était à peine le démarrage de Unity. Donc les gens qui voulaient faire un jeu en 3D, c'était très compliqué et du coup il y en avait très peu. Donc j'étais dans les tout premiers jeux de ce style. Et en plus de ça, j'ai plutôt, en vrai, j'ai fait un bon jeu, on va dire. C'est pas moi qui le dis, mais les commentaires du jeu étaient très positifs. Donc là, vous voyez en gros la moyenne des notes, en gros 4 étoiles et demie. Sur énormément de commentaires, les gens, ce qu'ils appréciaient, c'était la jouabilité, justement le fait que j'utilisais très bien l'accéléromètre. Et pareil, c'était un des tout premiers jeux à utiliser comme ça. C'était avant qu'il y ait les jeux du genre Asphalt et tout ça, qui sont des jeux de course sur téléphone. Il y a une série très connue. Mais moi, j'ai fait ça avant. Du coup, c'était vraiment le bon moment pour que le jeu démarre direct, quoi. En gros, alors c'était en 2010, il y a 6 ans. Ça a pris combien de temps à développer?
Ça m'a pas pris longtemps, ça m'a pris... Non, mais, non, mais on est dans les, on va dire, 3 mois, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas... Oui, voilà, Ah, mais ça a été très rentable. Alors, alors, si je dis que ça a été très rentable, c'est justement parce que le jeu suivant que j'ai sorti en 2014, Alice, tu peux appuyer. Le jeu suivant m'a rapporté 46,48 €. Ouais. Alors au début, il était à 1,99 €. Après, la plupart des ventes ont plutôt été faites à 99 centimes. Alors, pour aller un peu plus en détail là, vu que c'est vrai que ça peut être intéressant, j'avais un partenaire qui s'occupait de toutes les ventes dans la région d'Asie. Et en fait, j'ai fait beaucoup plus de ventes en Corée du Sud qu'en France, par exemple. Parce qu'en fait, ces gens-là ont vraiment géré, mais quand je dis qu'ils ont géré, en gros, ils ont fait passer mon jeu sur une émission télé, dans une chaîne télé coréenne et tout ça, où en gros, il y avait une battle entre mon jeu et un autre. Enfin, en gros, ils en ont fait le jeu le plus vendu à un moment, parce que le marché d'application n'était pas le même en Corée du Sud. En gros, c'était des marchés opérateurs, ce qui est encore le cas un petit peu dans certains pays d'Asie actuellement. Faut savoir que quand vous avez un jeu Android qui a déjà un minimum de succès, vous avez énormément d'offres de gens qui vous proposent des partenariats, qui vous disent qu'ils peuvent vous faire gagner plein d'argent, qu'ils vont avoir des CPM ou des choses comme ça, des coûts par 1000. Pour 1000 affichages, vous aurez 15 000 € ou je sais pas quoi, enfin des trucs totalement alléchants. Moi, souvent, je n'y réponds même pas ces offres-là, parce que souvent, en fait, ça n'apporte vraiment rien. Le partenaire dont je parle là, sa différence, c'est que quand il m'a contacté, il m'a proposé directement 5 000 $ d'avance sur les ventes qu'il allait faire ensuite. Donc c'est là que j'ai su que ça pouvait être intéressant. C'est-à-dire que voilà, ça c'est quelqu'un de sérieux. Il avait confiance en lui et il les a rentabilisés. En gros, le premier mois, c'est là directement qu'ils ont mis le jeu numéro 1 en gros en Corée du Sud. Premier mois, enfin, il y a eu plus de 20 000 € de vente, quoi. Enfin, c'est vraiment un partenariat pour le coup réussi, quoi. Mais voilà, c'était à la bonne époque. Le bon jeu aussi, en gros, s'il a bien marché aussi, c'est parce que pour moi, c'était le genre de jeu auquel j'aurais pu jouer sur téléphone. C'est-à-dire que j'ai fait un jeu et je l'ai fait de façon à ce que moi, il m'intéresse et que ça me donne envie d'y jouer. Et du coup, les gens s'y sont aussi retrouvés parce que finalement, ça faisait un jeu qui était vraiment un jeu, qui était vraiment fini et qui était plutôt cool. Les évaluations, là, c'est sur jusqu'à maintenant, c'est ça? Ouais, jusqu'à maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a- Et encore maintenant, c'est des évaluations positives. Les gens aussi apprécient le fait que ça soit un jeu très optimisé et qui ne demande aucune autorisation particulière. Et ça, c'était aussi possible, le fait que ça soit très optimisé. Pour l'époque, il faut savoir que les premiers téléphones Android étaient beaucoup moins puissants. Mais moi, j'ai toujours fait mes jeux entièrement à la main, c'est-à-dire de A à Z. C'était justement avant Unity, du coup, je faisais moi-même la programmation pour la partie rendue 3D et tout ça. C'était de l'OpenGL pur, en fait. Et du coup, c'était effectivement ultra optimisé. Et sur les tout premiers téléphones, j'arrivais en plus de 30 FPS stable, très fluide, voire 60. C'est ce qu'il y a plus. À quel point tu l'as maintenu à jour au fur et à mesure de tes- Alors, j'ai essayé de le porter sur iPhone, donc c'est là où il y a eu une petite mise à jour. Et il faut savoir que sur iPhone, c'est justement, je l'ai sorti vers 2013, il me semble, et c'était déjà trop tard en fait. C'est-à-dire que sur iPhone, c'était déjà saturé. Le marché iPhone était... pour avoir la moindre visibilité, en fait, il fallait avoir des contacts. Donc j'ai fait un petit baroud d'honneur, comme on dit. En gros, je l'ai fait passer sur App Gratis. C'est une application où vous avez un jeu gratuit chaque jour, juste pendant 24 heures. Et donc le jour où je suis passé, là, je suis arrivé sur la page d'accueil de l'App Store. J'étais juste à côté de Candy Crush Saga, du coup, voilà. J'avais ma petite fierté personnelle, mais ça m'a rien rapporté, hein. Le lendemain, le jeu était déjà oublié, et vu que c'était gratuit pendant 24 heures, ça m'a rien rapporté du tout.
Donc ça, c'était juste pour, à la limite, le plaisir que les gens y jouent quand même gratuitement. Et puis, voilà. Et donc, j'ai aussi fait donc, un petit jeu à la suite de ça. Donc, tu peux revenir au suivant. Donc, le jeu suivant, voilà, m'a rapporté 46 €, 48 en tout. C'est les chiffres de hier. J'ai regardé. Alors, c'est un jeu gratuit avec pub. Et c'est dû au fait que maintenant, bah, il ne suffit pas de faire un jeu sympa, parce qu'on a plus de 630 000 jeux sur l'App Store à l'heure actuelle. Alors, les chiffres exacts, j'ai même pas moi-même les chiffres exacts, mais ce qu'il faut savoir que le partenaire, en 2014, c'est-à-dire quand le jeu était déjà pour moi à peu près mort, ils m'ont racheté les droits et les codes sources du jeu pour 70 000 $. Donc c'est là où je suis passé au jeu suivant et ça m'a fait le financement du jeu suivant que j'ai fait depuis 2014, du coup pendant 2 ans. Donc en gros, oui, j'en ai vécu pendant 6 ans facilement. J'ai eu la chance d'avoir un jeu qui a marché. Du coup, vas-y, tu peux passer à la suite. Donc du coup, quand j'ai vu ce constat, j'ai commencé donc après avoir revendu les droits, tout ça, à faire des petits tests sur PC. Donc ça, c'est j'ai commencé donc à avoir un concept de jeu qui serait un mélange un petit peu entre Minecraft avec le côté très créatif, construire des choses et tout ça, et Skyrim avec le côté sort, boule de feu, des conneries comme ça. Donc ça, c'était le tout premier screenshot qui était au bout de 2 semaines de développement à peu près, sachant que là, tout ce qu'il y avait, c'était en gros une espèce de monde généré procéduralement, mais très grossier encore, quelques arbres, un personnage et c'est tout, quoi. Il y avait rien d'autre, quoi. Donc, les tout premiers tests, c'était ça. Vas-y, tu peux mettre la suivante, je crois. Et donc, c'est là que je me suis dit que, bon, dans les premiers tests, je voyais que j'arrivais finalement. Pour moi, les jeux PC, c'était vraiment quelque chose de très compliqué, beaucoup plus inaccessible que les jeux mobiles. Après, en commençant à coder, je voyais en fait c'était un petit peu la même chose, quoi. Finalement, vous codez, c'est le même principe. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à comment je pourrais le publier. Et donc, j'ai vu que la plateforme de base, c'est Steam. Pour le jeu PC, c'est vraiment là qu'il faut aller. Sauf que pour aller sur Steam, il ne suffit pas de s'inscrire, de faire le compte développeur et de publier son jeu. Il faut passer par ce qu'on appelle le Steam Greenlight. Greenlight, pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée c'est que vous présentez votre projet et vous allez devoir recevoir un certain nombre de votes de la communauté de tous les utilisateurs Steam qui peuvent voter pour dire ok, ce jeu-là ça m'intéresserait, celui-là ça m'intéresserait pas. Donc en gros il faut arriver à être dans le top 100 à un moment donné des jeux qui ont le plus de votes positifs pour pouvoir être examiné par un officiel de chez Steam qui lui va les greenlighter, c'est-à-dire les valider. Et c'est pas automatique, hein, il ne suffit pas d'être dans le top 100, mais il faut déjà être dans le top 100 pour pouvoir être examiné. On n'est pas obligé d'être dans le top 100. Alors maintenant on n'est plus trop obligé, c'est devenu plus facile qu'avant en fait. Mais effectivement, c'est un peu plus random. Ouais. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir un Greenlight qui fonctionne tout simplement. J'ai lancé le Greenlight, j'en ai pas fait de promotion particulière, j'ai pas cherché à le booster d'une manière ou d'une autre et très naturellement en fait j'ai eu une proportion de votes positifs qui était bonne puisqu'en gros ça peut paraître pas énorme, 56% oui, 39% non. En fait, c'est bien. Pour Greenlight, c'est bien, quoi. C'est ce qu'il faut. Les moyennes du Greenlight, c'est 60% de non. Ouais, voilà. Enfin. Et du coup, donc là, c'est au bout de 3 jours. Donc vous avez vos stats en temps réel. Alors c'est Greenlight. Une fois que vous avez lancé votre Greenlight, vous serez toutes les 5 minutes en train de rafraîchir la page des statistiques. Hein, c'est horrible. Donc là, c'était au bout de 3 jours. Donc il affiche le pourcentage de votes qu'on a
En gros, pour arriver dans le top 100, ben là, j'en étais à 65%, quoi. C'est une estimation après, mais en gros, voilà, ils vous disent en temps réel où vous en êtes. Enfin, c'est plutôt bien foutu, hein. Au niveau des stats et tout ça, c'est vraiment bien foutu. Donc là, au bout de 3 jours, je voyais que j'étais déjà à 65% des votes qu'il fallait pour être dans le top 100. Donc en fait, au bout de 11 jours, ça faisait quelques jours que j'y étais dans le top 100. J'étais arrivé, je ne sais plus, dans le top 30. Je ne sais plus où j'en suis arrivé. Au bout de 11 jours, hop, ça a été validé. Parce qu'en gros, tous les mois, je crois, ou 2 fois par mois, je ne sais plus, en gros, ils en valident 50 ou 100. C'est par batch, c'est-à-dire que c'est pas tous les jours qu'ils en valident, c'est plutôt 2 fois par mois à peu près, je crois. Donc voilà, Greenlight qui s'est bien passé. Tu peux avancer sur la page suivante. Donc ça, en gros, c'était la page du Greenlight. Donc, ce qui est requis pour un Greenlight, c'est un trailer vidéo de 1 minute 30, c'est la durée qu'il faut. Quelques screenshots et puis après, il y a la description textuelle qui est en dessous. Donc, il n'y a pas de magie, hein. Il faut essayer de montrer ce qu'on a déjà fait sous le plus beau jour, hein, d'essayer de prendre des screenshots qui sont les plus beaux forcément, et puis voilà. Je trouve que c'est un processus qui marche assez bien, mine de rien. Après, ça peut être beaucoup plus long d'être greenlighté, hein. J'ai eu des gens qui ont été greenlightés au bout de 2 ans. Moi, c'était au bout de 11 jours. Ouais. Et donc ça, c'est la première étape. Du coup, vas-y, tu peux avancer. Alors, après, l'étape suivante, avant la sortie du jeu, il va falloir déjà à peu près, on va dire au moins 2 mois avant, il faut que vous commenciez à faire la page du magasin pour apparaître dans ce qu'on appelle les coming soon, c'est-à-dire les jeux apparaître prochainement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur Steam, dans la page d'accueil en bas, vous avez ça, vous avez un petit onglet bientôt. Donc cet onglet bientôt, pour y apparaître, il faut que vous fassiez votre page du magasin bien avant, c'est-à-dire c'est un truc à anticiper. Il va falloir, pareil, en gros, mettre des screenshots, un trailer et tout ça. Et puis ensuite, vous devez, en gros, la faire accepter par Steam. Enfin, en gros, il y a un petit processus, ils vont valider tout ça. Et puis, vous apparaissez ensuite dans les Coming Soon. Ça, c'est très important parce que la page Coming Soon, les gens vont pouvoir la suivre. C'est-à-dire, ils peuvent s'abonner pour avoir l'information de la sortie du jeu. Ils peuvent aussi ajouter directement votre jeu à leur liste de souhaits. C'est-à-dire que l'avantage d'être sur la liste de souhaits, c'est que quand votre jeu est disponible ou même quand il est en promotion ou il y a des mises à jour ou des trucs comme ça, il sera mis en avant particulièrement aux personnes qui l'ont dans leur liste de souhaits. Vas-y, tu peux. Tu parlais de 2 mois, en fait. Alors 2 mois avance. Disons que plutôt ça peut être bien, mais le faites pas 2 ans avant, ça sert à rien, je pense. L'idée, c'est que si votre jeu il est dans les coming soon depuis 2 ans, en fait, la liste qui est là, elle est triée par date de parution. C'est-à-dire les gens voient en priorité ce qui vont paraître bientôt, donc vraiment bientôt. Si vous le faites 2 ans avant, soit ça va être tout en bas de la liste, donc ça sert à rien dans tous les cas. Soit vous mettez une date bidon qu'ensuite vous repoussez au fur et à mesure, et ça, les gens vont s'en rendre compte, ils vont voir pendant 2 ans votre jeu qui doit sortir soi-disant bientôt, et ça va les énerver plus qu'autre chose en fait. Donc 2 ou 3 mois avant, enfin, après oui, non, c'est à l'appréciation de chacun. Vas-y. Donc en mars 2016, du coup, j'ai lancé le jeu. Donc un lancement en Early Access. Alors pourquoi en Early Access? L'Early Access, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un accès anticipé, c'est-à-dire que le jeu n'est pas terminé, mais les gens peuvent déjà l'acheter et y jouer. Alors là, le jeu que je voulais faire se prêtait à un Early Access parce qu'en fait, il y avait moyen de déjà jouer à un jeu qui n'était pas fini. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les styles de jeu. C'est-à-dire si vous avez un jeu, je ne sais pas, de résolution d'une énigme et qu'en fait, on ne peut pas vraiment la résoudre parce que le jeu n'est pas fini et que le joueur va juste tourner en rond, ce n'est pas le bon jeu à sortir en Early Access. Moi, c'était un jeu un peu plus assez proche de Minecraft, donc un petit peu plus sandbox.
un petit bac à sable, on peut construire des choses, créer sa propre aventure. Et ça se prête au fait d'être en early access, puisque après il va y avoir régulièrement des ajouts, des mises à jour qui vont ajouter au fur et à mesure du contenu, mais qui s'ajoutent à une base où on peut déjà un petit peu jouer. Donc c'est pour ça que j'ai pu choisir l'early access. Et ensuite, il y a des raisons qui m'ont un petit peu forcé à choisir l'early access. Le fait que ça soit mon premier jeu PC, je ne pouvais pas me lancer comme ça directement sur un jeu qui serait déjà parfait à son lancement. Ne serait-ce que les bugs qui se trouvent sur des PC qui ont des configurations différentes de la mienne, en fait, c'est très courant. Quand vous avez des jeux, par exemple, je considère que No Man's Sky aurait dû sortir en Early Access. Ils ne pouvaient pas parce qu'ils sortaient aussi sur console, mais s'ils étaient sortis que sur PC, ils auraient dû vraiment sortir en Early Access parce que moi, j'ai eu des bugs au début qui étaient dus à des redistribuables de C++ pas installés, tout ça. Et j'ai vu sur la page de No Man's Sky les mêmes bugs. C'est-à-dire qu'ils n'y ont pas pensé non plus, même s'ils étaient un peu… Enfin, c'est un studio un peu plus important, tout ça. Mais ils n'ont pas non plus pensé à tout, ils n'ont pas pu tester sur tous les PC. En fait, ils ont eu les mêmes soucis que j'ai rencontrés moi, sauf que eux, c'était censé être le produit fini, terminé, et ils se sont retrouvés à 10% d'évaluation positive. 60 € aussi. Et à 60 € en plus. Donc moi, je voulais éviter ce genre de choses. C'est-à-dire, je savais que je ne pourrais pas faire quelque chose de parfait dès le départ. Donc, j'ai choisi l'Early Access. Vas-y, tu peux mettre la suivante. Alors, ce qu'il faut savoir… Ouais, pendant les questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on sort en Early Access, il y a quand même des conséquences, notamment sur la visibilité que vous avez sur Steam. Les jeux qui sortent sur Steam en version finale apparaissent dans les nouveautés populaires qui sont en bas de la page d'accueil de Steam. Les jeux qui sont en Early Access, même s'ils sont très populaires, n'apparaîtront pas dans les nouveautés populaires en bas de la page d'accueil de Steam. Il faudra aller soit cliquer sur toutes les nouveautés, soit cliquer sur Jeux en Early Access. Donc ça, c'est la page d'accueil des jeux en Early Access pour le coup. Alors ça, c'est la page Early Access. Là où vous pouvez apparaître éventuellement sur la page d'accueil, c'est dans les recommandations qui sont plus en haut, mais c'est beaucoup plus difficile d'y arriver pour le coup. Par rapport au tag personnel. Ouais, voilà. Comme ça. Donc, il faut savoir aussi que quand vous sortez votre jeu en version finale, vous avez la garantie d'avoir plus ou moins 1 million d'affichage de la vignette en gros de votre jeu sur, pareil, la page d'accueil de Steam. Ça n'est pas applicable aux jeux en Early Access. C'est-à-dire qu'en fait, on les a, mais une fois qu'on sort de l'Early Access. C'est pour ça que c'est très important vraiment d'avoir bien fait sa page Coming Soon en avance pour que les gens aient eu le temps de le découvrir quand même, puisque ça, pour le coup, c'est dans la liste en bas de la page d'accueil, et qu'ils aient pu l'ajouter à leur wishlist, ce qui fera que au moment de la sortie, vous aurez des ventes qui peuvent un petit peu vous faire monter dans les listes et qui peuvent, en espérant, créer un petit effet boule de neige. Ah, vas-y pour la suivante. Donc moi, du coup, ma seule manière de toucher un petit peu le public, en fait, ça a été YouTube. C'est-à-dire que j'ai même pas essayé de contacter les sites de presse et tout ça, parce qu'ils ont des centaines de mails par jour. Il faut soit vraiment connaître des gens personnellement, soit avoir beaucoup de chance. Donc et puis, comme c'était un jeu en plus en Early Access, j'ai préféré ne pas les contacter. Donc, je me suis plutôt appuyé sur les youtubeurs, c'est-à-dire que systématiquement, j'ai accepté les requêtes de youtubeurs qui demandaient une clé de jeu pour pouvoir tester. Alors, quand je dis systématiquement, non. Faites attention parce qu'il y a plein de gens en fait, qui se font passer pour des youtubeurs pour avoir des clés gratuites pour les revendre sur G2A ensuite. Donc, il faut faire gaffe, il faut vérifier l'adresse mail. Si elle correspond à celle qui est indiquée sur la chaîne YouTube, c'est bon. Il y en a une, ça fait Squeezie, je sais pas si vous voulez, je l'ai refoulé. Il y en a énormément. Il y en a vraiment plein. Par contre, vous avez deux plateformes qui existent pour rentrer plus facilement en contact avec les youtubeurs. Il y en a une qui s'appelle… alors j'ai un trou de mémoire sur le nom.
C'est créé par un développeur indépendant qui s'appelait Vlamber, quelque chose comme ça. Enfin, vous pouvez la retrouver assez facilement. En gros, c'est des plateformes où les gens ont déjà leur compte YouTuber vérifié. Et du coup, en gros, vous pouvez automatiquement proposer votre jeu à tous les YouTubers qui sont inscrits à ces plateformes. Ça permet de leur distribuer très facilement des clés Steam. Donc ça, c'est un truc que je conseille. Puisque ensuite, donc, on arrive à, par exemple, ce YouTuber russe. Alors là, on va pas trop, mais il a 1 million d'abonnés quand même. Et lui, il a fait par exemple une série de 4 vidéos sur mon jeu. Chaque vidéo avait plusieurs centaines de milliers de vues. Celle-là, par exemple, on avait 500 000. Et donc, en tout, il a fait plus d'1 million de vues sur mon jeu. Ce qui fait que ça, l'impact, je l'ai vu directement sur les ventes. C'est-à-dire que le marché russe, normalement, n'est pas forcément le plus important. En fait, avec ces vidéos-là, j'avais beaucoup plus de ventes en Russie que dans le reste du monde. Parce que c'est le YouTuber, en gros, le plus important, c'était un Russe quoi, qui a fait des vidéos sur mon jeu. Alors c'est difficile à dire exactement, mais pour ce YouTuber, je pense que ça en a fait facilement 400 par là. Le jeu dont je parle, on verra un petit peu après les ventes. C'est pas un énorme carton, c'est pas non plus un échec, c'est moyen. 15,99 €. À peu près 15 €. Voilà, je gratte un peu. Donc voilà, il y a eu quelques Français aussi, mais des YouTubeurs plutôt à 100 000 abonnés français. Mais c'est toujours intéressant, ça fait quand même des ventes. Mais vraiment, on voit l'impact quand même, on le voit directement sur les ventes. Quand votre jeu justement n'est pas un énorme succès, quoi. Si votre jeu c'est un énorme succès, bah là il n'y a même pas besoin. Les youtubeurs feront des vidéos parce que c'est un succès et puis après bon peut-être ça a fait un effet encore plus boule de neige. Mais sur un jeu qui justement n'avait aucune couverture médiatique, on voit l'impact. Vas-y. Tu t'es pas dit qu'en ayant un jeu avant que le marché déjà, Ouais. les mecs de la presse t'auraient écouté, ton mail il serait pas passé parmi les 100? Non, parce que bon, on dit qu'il a marché. Après, 100 000 ventes, 200 000 ventes, c'est pas grand chose finalement pour la presse. De ce que j'ai compris, tu t'es fait racheter à la fin. Ouais, mais C'est quand même un argument qui passe. ouais, pour eux, pas forcément, si tu veux. Ça va pas forcément les intéresser, surtout que c'était des jeux mobiles, alors que là, je passais sur le marché PC. Donc, non, pour moi, non. Si je peux me permettre, il y a des milliers de gars qui font dans les 100 000. Ouais, c'est pas énorme, hein. Enfin, je veux dire, mondialement, si tu prends que le secteur France, ouais, ok, mais mondialement, il y en a plein. C'est cool pour toi d'avoir le succès, c'est pas du tout évident de l'avoir, mais en fait, il y en a beaucoup, en nombre. Du coup, sur Steam, j'ai pu quand même commencer du coup à créer une communauté. En gros, l'idée de faire un early access, ce qui est très intéressant, c'est le côté communautaire, c'est-à-dire impliquer sa communauté dans la création du jeu. C'est ce qui est affiché dans l'explication de l'early access, et c'est vraiment quelque chose qui peut se faire. Donc il y a pas mal de moyens de le faire sur Steam. Il y a notamment des forums de la communauté. Et puis il y a aussi le workshop. Alors le workshop, c'est pas forcément pour tous les jeux, mais moi mon jeu se prêtait bien à avoir un workshop, c'est-à-dire c'est en fait la possibilité de partager ses créations avec la communauté. Donc les gens par exemple pouvaient construire un château ou quelque chose comme ça et le partager. Il y a des intégrations workshop. Ouais, tout à fait. Ouais. Quoi, du coup, comme intégration? Alors là, il y avait pas mal de choses. Les gens pouvaient créer leur skin et le partager. Ils pouvaient créer donc des constructions, c'est-à-dire châteaux, des choses comme ça, les partager. Ils pouvaient aussi créer carrément presque des mods, c'est-à-dire ils pouvaient créer des objets qui ont vraiment des fonctions. Voilà, il y a un langage de script intégré au jeu. Et donc ils peuvent créer des objets qui ont des fonctions, que ce soit des armes ou que ce soit des meubles ou que ce soit même des PNJ. Et donc ça aussi, ils peuvent le partager. Et maintenant, ils peuvent même créer des maps entières avec éventuellement des quêtes dedans, des objets qu'ils ont rajoutés eux.
et partager la map comme ça en un seul coup. Est-ce que c'était compliqué techniquement de faire cette intégration? Alors, pour moi, ça a été une partie finalement assez simple parce que donc, techniquement, je travaille en Java, moi. Je ne l'ai pas encore précisé, mais en gros, ça peut paraître spécial, mais c'est un très bon langage. C'est un très bon langage pour ce genre de jeu. C'est pas un hasard si Minecraft a été fait en Java et en réalité, il ne faut pas avoir peur de Java, des vieux préjugés, que c'est ultra lourd, tout ça. En fait, par rapport à Java, je fais la parenthèse, à Minecraft, il a fait en Java parce qu'il savait coder qu'en Java. Alors, c'est possible. Mais moi, je peux te dire que les jeux sur Windows Mobile, je les faisais en C++. J'étais bien content là, de coder en Java parce que, en vrai, tu auras plutôt moins de bugs en Java. Parce que la mémoire est gérée par Java et que finalement, c'est quelque chose qui est utile. Et ça accélère aussi le développement. Et comme je suis le seul développeur, c'était important de ne pas y passer non plus des mois sur la moindre fonctionnalité parce qu'en C++, je n'aurais pas compris pourquoi j'avais un buffer overflow, un null pointer exception, enfin l'équivalent C++ qui est beaucoup plus complexe à débugger qu'en Java. En Java, il y a quelque chose qui s'appelle Steamworks 4J, qui est une librairie qui permet d'intégrer justement toutes les fonctionnalités avancées de Steam, notamment le workshop. Donc je me suis appuyé sur ça et ça a été extrêmement facile. En vrai, c'était vraiment étonnamment facile en fait. Et là, j'étais content de bosser en Java. Je me disais, bon, c'est cool. Du coup, non, très, très simple. Et ça apporte pas mal au jeu, mine de rien. Donc la communauté peut aussi partager des screenshots, c'est toujours marrant un petit peu de voir ce que les gens font. Et certains, quand je vois des gens qui ont par exemple, alors il y a quelqu'un qui a plus de 600 heures de jeu sur mon jeu, mais 600 vraies heures, hein, il a vraiment passé ce temps-là. Donc j'hésite pas dans ce cas-là à accepter leur requête d'amis Steam, puisque c'est aussi un réseau social, hein, Steam. Faut pas oublier ce côté-là et du coup les intégrer vraiment un petit peu dans le processus de fabrication du jeu finalement, leur demander leur avis, suivre avec eux quand je fais des changements, leur demander leurs avis. Vas-y, tu peux mettre la suivante. Et c'est comme ça que j'ai eu des retours vraiment très intéressants. Il y a eu énormément de retours. Il y a deux façons d'avoir des retours, c'est soit dans les forums, soit directement les évaluations du jeu sur la page du magasin. Donc ça, par exemple, c'est un exemple de message, mais c'est le même, hein, celui-là. C'est-à-dire ça continue. J'ai pas fait un troisième screenshot, mais le mec avait fait vraiment un roman pour donner tous ses avis, ce qui allait pas, ce que je devrais rajouter. Et c'est pas le seul à avoir fait ça. Il y a vraiment des gens qui donnent des avis très constructifs. Ils prennent la chose au sérieux, c'est-à-dire que l'early access, c'est pas juste jouer rapidement à un jeu pas fini, quoi. C'est vraiment, pour certaines personnes, le fait comme ça de s'impliquer dans le développement du jeu, c'est quelque chose qui est intéressant pour eux et qui va être pour nous, du coup, très intéressant. Et donc ça, c'est un côté très intéressant du jeu. Donc vas-y, tu peux mettre le suivant. Il y a un autre côté encore plus intéressant à la limite pour moi, c'est que j'ai pu vraiment avoir des contributions réelles au jeu. Donc là, c'est justement la page du workshop, on voit que les gens donc, partagent les objets qu'ils ont fait. Donc, par exemple, ils faisaient un portail comme ça en fer ou des chaises qui ne sont absolument pas dans le jeu à la base. Donc avec le partage du workshop, c'est le genre de choses qu'ils pouvaient faire. Et il y a des personnes comme ça, donc notamment la personne qui a plus de 600 heures de jeu, qui m'a contacté, qui m'a dit qui m'a donné l'autorisation d'utiliser dans le jeu si je voulais des choses qu'il avait créées. Donc par exemple, il avait créé des arbres ou des trucs. Il les crée dans le jeu. Ouais. Parce qu'en fait, l'idée c'est que tu construis des choses, tu les construis en grand avec des blocs, et après tu les réduis, et hop, ça en fait des objets comme ça. Enfin, et du coup, j'ai intégré comme ça pas mal de créations pour faire des petites, par exemple, des petites ruines qui spawnent naturellement dans le monde. Donc je les ai intégrées à la génération du monde. Et donc, j'ai pu comme ça avoir de l'aide vraiment sur le développement même du jeu. Il y a aussi l'exemple des traductions. Vu qu'il y avait une grande partie des gens qui venaient de vidéos russes et tout ça, j'ai eu plusieurs gens qui m'ont proposé gratuitement de faire les traductions du jeu en russe. Donc ça a été intégré très rapidement. J'ai fait une mise à jour pour rajouter les traductions que les gens avaient fait comme ça bénévolement.
En allemand, pareil. Bah, je vérifie quand même. Je regarde dans Google Trad si ça correspond. On ne sait jamais. Mais non, la traduction était de bonne qualité. Hein, d'après les retours que j'ai eus, il n'y avait pas de souci. C'était amélioré tes ventes en russe, allemand, et de voir des traductions en plus. Alors c'est difficile de savoir parce que pour le coup, il y avait déjà les vidéos qui faisaient qu'on avait déjà plus de ventes en russe qu'en français. Hein. Le français, il y avait une version française dès le départ. Le nombre de ventes en France est négligeable par rapport au nombre de ventes en Russie, quoi. Donc, bah en tout cas, c'est difficile du coup à mesurer. Même en allemand, quelle est J'ai pas trop regardé ça. Je t'avoue que j'ai pas trop regardé, mais je pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'impact. Vas-y. Alors voilà, c'est un autre aspect qui est important, c'est que le fait d'être en early access va aussi nous inciter à s'investir nous dans le projet. C'est-à-dire que quand on fait un projet, au début, quand on commence, ça va très vite, on voit rapidement nos progrès et donc on est bien dedans, on avance bien, c'est cool. Au bout d'un moment, on a beaucoup plus de mal à voir son jeu encore avancer, puisqu'en gros, une fois que le moteur est à peu près fait, une fois que le monde a déjà pris forme, les différences se font ressentir beaucoup moins. On a l'impression de passer des semaines à coder des choses qui ne se voient pas. Et du coup, c'est un petit peu difficile, on va dire, au niveau moral. Et donc, l'avantage d'être comme ça en early access, d'être déjà au contact du public pendant le développement du jeu, c'est que ça nous incite à nous motiver pour continuer, pour leur sortir des mises à jour qu'ils vont apprécier après. Chaque mise à jour, on fait un petit billet qui explique un petit peu ce qu'il y a de neuf et les gens peuvent commenter ça. Et donc on voit au fur et à mesure si on va dans la bonne direction ou pas. Et puis on est vraiment incité à aller jusqu'au bout du projet, c'est-à-dire à terminer le jeu. Ce qui n'est pas évident, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui ne voient jamais le jour finalement. La plupart des jeux, même que j'ai codé moi, ne sont pas forcément allés jusqu'à le moment où je les sors au public. Donc le fait d'avoir comme ça une communauté déjà existante pendant le développement nous incite à continuer. Vas-y, tant que tu es là, si tu peux passer… Je veux bien, mais Vas-y, merci. Alors du coup, on en arrive aux ventes. Donc, le jeu n'a pas été un énorme succès, clairement. En même temps, pour un premier jeu, j'en attendais pas que ça soit un carton. Voilà. Mais c'est pas non plus un échec. Clairement, c'est pas un échec. En gros, sur les 7 premiers mois, ça a fait 21 000 € net avant impôt. Sachant qu'en gros, sur un prix de 15,99 €, en moyenne, je reçois 5 ou 6 €. Parce qu'en moyenne, les ventes ne sont pas faites à ce prix-là, mais sont faites plutôt en solde. Et que les ventes dans les autres pays ne sont pas forcément au même prix. Et il y a aussi la TVA qui est prise qui est redistribuée directement à l'État par Steam. Donc en gros, ce que je reçois moi, c'est à peu près 5-6 € par vente. La TVA, il la redistribue directement. Ouais, tout à Tu as fait. les 30% de Steam et après tu as la TVA. Alors je ne sais pas dans quel ordre ils prennent. Non, c'est pas inclus dans les 30% justement. Tout ce qui est taxe locale va s'enlever. Et par contre, ils enlèvent d'abord la TVA et après ils prennent leurs 30%. Ce qui fait que c'est un peu moins de 30% du prix de départ. Alors, puisqu'on en est à tout ce qui est taxe et tout ça, il faut savoir aussi que Steam, ça vend sur le sol, c'est une entreprise plutôt américaine. Donc, de base, si vous avez une entreprise américaine qui vous verse des droits d'auteur ou des choses comme ça, qui ne sont pas des droits d'auteur d'ailleurs, vous allez être imposé automatiquement à la source aux États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, ils ont un système où, par défaut, ils prennent 30% de ce que Steam devrait vous envoyer, ils les prennent à la source. Donc vous ne les voyez jamais. Sauf que la France a des accords. Donc c'est très important quand vous lancez un jeu sur Steam, bien avant le lancement, de s'immatriculer aux États-Unis en tant que Français, parce que la France a un accord qui fait qu'en gros les 30% ne seront pas pris si vous avez le bon statut. C'est-à-dire que
Si vous n'avez pas fait ces démarches-là, les 30%, vous les oubliez, quoi. Donc il faut le faire avant la sortie. C'est pas très compliqué, mais il y a un numéro où on téléphone, il faut parler anglais un minimum, pour remplir avec eux un formulaire. Donc ça peut se faire par téléphone, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut carrément faire le formulaire, l'envoyer par la poste aux États-Unis ou par fax, ce qui serait un peu compliqué. En fait, on peut le faire par téléphone, c'est plus simple, hein. Et donc ça, il faut y penser, vraiment. Sinon, c'est 30%. Comment tu l'as su? Je le savais parce qu'en fait, quand je faisais mes jeux sur Windows Phone, quand j'étais au lycée, il y avait déjà cette histoire de 30%, puisqu'à l'époque, je passais par... il n'y avait pas les App Store et tout ça sur Windows Phone. Du coup, je passais par un éditeur qui était aussi aux États-Unis. Pour le coup, je n'avais pas fait les démarches parce que j'étais lycéen, que je n'avais même pas le droit de... Enfin, voilà quoi. Et du coup, je voyais ces 30% qui disparaissaient à chaque fois. Donc là, je savais que là, ça pourrait valoir le coup quand même. Sinon, t'es doublement imposé en fait aux États-Unis. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc ça serait dommage, quoi. Donc faut y penser. J'ai une question, il y a quand même des grosses Alors justement, j'allais y venir. Donc là, on voit le lancement. Donc le jeu a été lancé ici, hein. Avant, c'est parce que c'était pas lancé. Ensuite, très vite, ça s'effondre. Sachant que là, ça remonte. Là, c'est au moment où les vidéos russes paraissent. Donc s'il n'y avait pas eu les vidéos russes, ça serait encore plus effondré, quoi. Ce qui est assez attendu. Un jeu en général, c'est pendant le lancement que vous allez faire le plus de ventes. Mais il faut quand même savoir que, en vrai, sur Steam, il ne faut pas se décourager au bout d'un mois, puisque 70-80% du revenu, vous le ferez forcément après le premier mois. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir 90% du revenu le premier mois et plus rien après. Ça ne sera pas ça, hein. Ça sera quand même, au moins, vous pouvez compter d'avoir encore 2 fois, 3 fois ce que vous avez fait le premier mois par la suite, quoi. Alors, ce qu'on voit comme pic sur Steam, vous pouvez faire des réductions, mais vous ne pouvez pas en faire quand vous voulez. Vous êtes obligé de les espacer de au moins 8 semaines, sauf quand c'est les réductions générales Steam du genre solde de Noël ou des choses comme ça. Donc là, on voit les 8 semaines, elles sont là. Ensuite, les 8 semaines, elles sont là. Et entre les deux, vous avez les soldes d'été Steam où vous avez le droit. Alors, la différence entre les soldes d'été et les réductions personnelles, c'est que là, tous les jeux de Steam sont en solde. Donc, forcément, c'est pas forcément le mien qui vont acheter les gens, quoi. Alors que là, c'est ce qu'on appelle les week long deals, où pendant une semaine, votre jeu est en promotion parmi, on va dire, 300, 400, 500 jeux. Ce qui est déjà beaucoup plus raisonnable pour être un petit peu vu. Et donc là, on voit que j'ai fait beaucoup plus de ventes que le jour du lancement. Tu vendais à combien au jour? Sachant que là, c'était moins 25% et là, c'était déjà moins 10%. Parce qu'au lancement, vous avez aussi une petite promotion. Donc entre moins 10% et moins 25%, vous voyez qu'au final, même avec la promotion, c'est pas le jour du lancement où j'ai gagné le plus d'argent. C'est clairement le premier jour de ces soldes où là, c'était plus de 1000 € dans la journée, c'était peut-être 1500 € en un jour, quoi. Il y a peut-être aussi d'autres trucs, enfin, je fais la réflexion en voix haute, hein. C'est comme c'est un jeu en early access, il y a beaucoup de jeux en early access qui déçoivent les gens, du coup, il y a aussi le fait, les gens ils se sont peut-être dit on va attendre de voir 1 mois, 2 mois, voir ce que la communauté en pense, et comme tu as eu de super bons retours, le jeu à moins 25%, ils disent bon, allez, il y a de bons retours, On attend, ça fonctionne. C'est possible, ouais. Ouais. Moi je sais en tout cas maintenant qu'un jeu sort en early access, je l'achète Mm. aussi. Donc après, à nouveau, donc 8 semaines après, à nouveau des soldes, là pour le coup, le problème c'est que les soldes, en gros, ça notifie les gens qui justement avaient mis leur jeu dans les wishlists. Là, il y avait déjà pas mal de gens qui l'avaient acheté à ce moment-là, du coup, donc là un peu moins et la fois suivante encore moins, quoi. Ce qui est un peu logique. Et puis, pour le coup, les ventes sont plutôt quand même dans la descente. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le jeu a intéressé un petit peu ceux qui avaient les gens qui avaient dès le début mis dans leur wishlist et tout ça. Au bout d'un moment, ça devient un peu plus compliqué de faire des ventes, honnêtement. Surtout que là, honnêtement, ça avance pas forcément aussi vite que je voudrais en termes de développement. Et donc on parlait des avis.
Les avis là, c'est un petit peu quand même. Enfin, en ce moment, je suis aux alentours de 68%, je crois, hier, d'avis positifs. C'est un peu en baisse. Avant, j'étais au-dessus des 70%. Il faut savoir qu'à 70%, vous apparaissez en avis positif, plutôt positif. Si vous passez en dessous de 70, malheureusement, c'est les avis variables. Ce qui incite moins les gens à acheter. C'est pour ça que les ventes, en gros, c'est passé variable un peu vers la fin. Donc ça, on le ressent vraiment dans les ventes. Le problème donc, de l'Early Access, c'est que je vois beaucoup des avis, parmi les avis négatifs que j'ai, qui sont des gens qui disent le jeu, il n'y a pas encore d'histoire, c'est pas encore assez de contenu et tout ça. Ce qui est marqué en gros sur la page du jeu, parce qu'en gros, je dis aux gens que pour l'instant, il n'y a pas de mode histoire, que pour l'instant, c'est plus pour la créativité et des choses comme ça. Ce qui fait que le fait d'être en Early Access, c'est pas forcément compris par tout le monde et du coup, on a des avis négatifs en plus grand nombre à peu près automatiquement, quoi. Les jeux Early Access sont moins bien notés que la moyenne des jeux sur Steam. Donc c'est un des principaux inconvénients de l'Early Access. Tu préconises d'essayer de sortir de l'Early Access le plus rapidement possible Alors, ça dépend. Pour moi, effectivement, il ne faut pas y rester trop longtemps, mais on ne peut pas non plus sortir quand le jeu n'est pas encore fini. Donc effectivement, c'est bien d'en sortir, mais en fait, il y a plusieurs cas de figure. Soit vous avez la chance que votre jeu cartonne dès le début en Early Access et du coup, à la limite, ça ne sert à rien d'en sortir, quoi. Il y a des jeux comme récemment, il y a eu par exemple Scrap Mechanic, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est un jeu indé aussi qui est un petit peu aussi sur le principe de construire des choses, sauf que là, c'est plutôt construire des machines. Et ce jeu-là a été sorti en Early Access, il a cartonné dès le début. Pour le coup, ils ont fait assez vite, ils sont arrivés très vite aux 100 000 ventes et puis ils ont continué à très bien marcher. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de besoin de se presser d'en sortir puisque ça marche déjà. Si ça marche moyennement, on va dire comme moi, c'est vrai qu'il vaut mieux essayer d'en sortir assez rapidement. Le problème, c'est que je ne peux pas en sortir tant que le jeu n'est pas fini, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'y lancer trop vite en Early Access, en fait. Ce qui est important, c'est que le jeu ait déjà quelque chose d'intéressant pour les joueurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit une démo technique, il faut que ça soit quelque chose d'assez jouable. Et ce qui manque objectivement à mon jeu, c'est d'avoir déjà un vrai but dans le jeu. Pour l'instant, c'est un petit peu trop axé sur le créatif. Les gens qui aiment le jeu, les gens qui ont passé plusieurs centaines d'heures, il y en a très peu, mais c'est ceux qui ont compris le potentiel créatif dans le jeu. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas avoir dans tous les jeux. Donc déjà, tous les jeux ne se prêtent pas à l'Early Access, clairement. Ensuite, donc si vous voulez faire de l'Early Access, faites-le quand le jeu est déjà à 90% terminé, quoi. Parce que vous savez que dans tous les cas, quand on a fait 90% du développement, il reste encore 90% à faire. C'est en général, au niveau du temps passé, c'est ça. Quand on croit que le jeu est fini à 90%, on va passer autant de temps que depuis le début du développement pour finir les 10% restants. Donc c'est pour ça que c'est à ce moment-là que ça peut être le bon moment à la limite pour se lancer en Early Access. Mais pas avant, quoi. Clairement, il ne faut pas s'y lancer trop tôt, avoir un... Non mais c'est pas de moi, hein, c'est connu, c'est connu. Et c'est connu et c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, vous y lancez pas trop tôt, pas pour n'importe quel type de jeu. Personnellement là, je bosse un petit peu sur un nouveau jeu avec le même moteur. C'est un jeu qui va être aussi très axé sur la créativité, mais dans un contexte totalement différent. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de le sortir directement en version finale pour le coup. Comme j'ai le même moteur, ça limite le risque de bugs, de configuration, des choses comme ça. Et là, j'apprends un petit peu de mes erreurs en me disant que ce jeu-là aura vraiment un but, aura une jouabilité qui fera de lui vraiment un jeu, et pas juste un bac à sable.
et je le lancerai pour le coup directement en version finale. Donc le fait de sortir un jeu en Early Access, c'est aussi un moyen de s'entraîner pour la suite, quoi. Là, c'est pas juste, pour moi, c'est pas juste sur ce jeu-là que je prends de l'expérience, c'est aussi pour les jeux suivants, quoi. Et du coup, celui-là, est-ce que tu comptes quand même Alors je compte le terminer parce que j'aime pas, j'ai pas envie de décevoir les quelques personnes qui y jouent. Après, je compte sortir le nouveau jeu avant de sortir la fin de celui-là. Après, Tu ne penses pas peut-être dire voilà, le jeu il est pas terminé, mais voilà, il est sorti, il n'est pas forcément fini, mais au moins c'est derrière toi. bah, à ce moment-là, je vais pas le sortir en version finale. Je préfère encore le retirer de Steam, mais dans ce cas-là, je le sortirai pas en version finale. On est déçu parce qu'on a vu que ça a quand même Ouais, c'est ça que je veux éviter. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de le terminer. Mais le problème, c'est que voilà, il y a ce fameux 90%, 90% qui reste encore à faire. Et là, particulièrement pour ce jeu-là, je m'en rends compte beaucoup, quoi. Et en plus le phénomène de il reste des choses à faire, et avec Early Access, tu penses que ça implique plus? Ben, disons qu'en tout cas, là, clairement, j'ai ce ressenti que ça avance pas assez vite alors que je passe du temps à faire des choses et que le jeu ne se finit pas, quoi. Donc voilà, c'est. Alors, c'est une bonne question. C'est une très bonne question, mine de rien. Alors, entre guillemets, la chance qu'on a, c'est que les gens ne vont pas dans la page du développeur, voir les autres produits, tout ça. Ils ne le font pas en général. Si le jeu, alors, si le jeu était très connu, si ça avait été un succès, oui, parce que du coup, les gens seraient nombreux à être déçus et donc ça se verrait, entre guillemets. Mais alors là, le truc, c'est que en tout, j'ai fait entre 3500 et 4000 ventes, ce qui est rien. C'est pas beaucoup de gens. Donc ça se verra pas, quoi, en gros, même si c'est le cas. Après, moi, je compte le terminer, hein, ce jeu-là. C'est un projet auquel je suis quand même attaché. Mais faut faire quand même gaffe quand si tu fais le même type de jeu dans la construction bac à sable, etc., tu vas toucher le même public. Alors, En partie, il est très gros ce public, hein, mais pour le coup, c'est vrai que c'est un aspect à prendre en compte. si tu faisais un jeu de course, tu peux dire ouais, je m'en fous, Ouais. c'est 3000, 4000 joueurs que je reverrai probablement pas. Là, tu fais aussi un jeu de construction. Bah, Mais ouais. Le développeur, Mais d'un autre côté, là, je touche un petit peu justement le public Early Access. Et le jeu que je prévois de faire, justement, je prévois de ne pas le faire en Early Access parce que justement, les publics sont un peu différents. C'est-à-dire ça ne va pas être présenté au même genre de personnes à la sortie. Et donc, ça ne sera pas forcément justement le même public. Ouais, mais c'est quasiment sûr que tu auras dans les 2 premières semaines un mec qui va poster sur le forum, enfin sur la page Steam. Hey, ce jeu-là, tu n'as toujours pas fini le jeu. Ah. Quand tu vois, c'est encore un truc de C'est possible. littéralement que les gens ils- Dans tous les cas, des commentaires négatifs, il y en a, quoi. Après, faut voir. Après, je vous avoue que je ne suis pas encore fixé justement sur le fait de sortir le nouveau jeu avant de finir celui-là. Alors, je vais prendre des exemples parce que les jeux de bac à sable, je vais en avoir 20. Space Engineers, ils ont sorti Medieval Engineers avant d'avoir fixé Space Engineers. Ouais. Ils se sont fait tabasser dessus par la communauté et en même temps. Mais en même temps, ça a très bien marché. Et en même temps, il a très bien marché. Le truc, c'est que ils ont réussi à faire que tout le développement fait dans Medieval Engineers retombe dans Space Engineers et inversement. Mais oui, Ça nourrissait les deux. mais justement, moi, c'est aussi un petit peu mon Si tu idée. arrives à faire ça, que l'autre, tu le maintiens, ils viendront pas râler, c'est sûr. Là, c'est un petit peu mon idée. En fait, les deux jeux, c'est le même moteur, c'est dans des univers totalement différents. Mais c'est le même moteur et le côté créatif va vraiment. Le développement d'un jeu aide le développement de l'autre, clairement. Donc c'est aussi pour ça que je commence à faire les deux en même temps, en fait. Et combien de temps tu passes sur la gestion de communauté, etc. par semaine en gros? Pas franchement peu de temps, hein. Je jette un coup d'œil au forum. Là,
encore une fois, le jeu n'est pas un énorme succès. Du coup, il n'y a pas une communauté énorme, donc ça va vite finalement. Mais on a quand même les retours. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas besoin d'avoir une communauté énorme pour avoir des retours de qualité. C'est ça qui est intéressant. Les jeux qui ont des communautés énormes, il y a peut-être 15 fois la même chose dans 15 messages différents. Donc finalement, c'est pas plus utile pour le développeur quoi, d'avoir une très grosse communauté. Et gérer le workshop, ça peut pas. Ah non, ça me prend rien, puisque c'est les gens qui ils publient leurs choses, et puis c'est tout. J'ai rien à faire. Alors j'ai commencé du coup en octobre 2014. Et donc ça fait un peu plus de 2 ans là, donc je l'ai sorti en Early Access en mars dernier. Donc au bout de 18 mois à peu près. Bon, sachant que je ne suis pas à temps plein dessus. Enfin, là, actuellement, je suis presque à temps plein dessus en théorie. Mais bon, je suis plus à temps plein sur CSGO, Counter-Strike, que sur ça. Quoi. Voilà. Du coup, moi j'avais une question. Ouais. Ça a l'air assez quand même vachement différent sur pas mal de points de ton ancien jeu. Du coup, comment ça s'est passé D'ailleurs, je peux peut-être vous montrer vite fait le trailer pendant que. Hop, on va fermer ça. Tu l'avais mis. Tu l'avais ici là. Ok, parfait. C'était un site Alors ça, en gros, c'est. Oula, je vais laisser un petit peu. C'est un trailer du coup de. Early Access, du coup, c'est assez ancien. Ça a déjà bougé depuis en termes de mise à jour et tout ça quand même. Donc en gros, alors pour les modèles 3D des animaux. J'ai pas du tout les compétences, donc je les ai achetés. Il faut savoir qu'il y a des sites, genre il y en a un qui s'appelle turbosquid.com où il y a énormément de modèles de très bonne qualité qui peuvent être réutilisés pour vos jeux. C'est la licence, c'est vraiment fait pour ça, ce site. C'est un peu comme l'Asset Store sur Unity. Et donc, un modèle comme ça de Lyon animé, c'était à peu près 50 €. Ce qui n'est pas énorme pour le travail qu'il y a derrière. Donc pareil pour les mobs et tout ça. Sachant que donc l'originalité un petit peu du jeu, pour expliquer le concept, c'est qu'on peut construire des choses qui ont un peu une forme humaine, mais n'importe quelle forme, et ensuite leur donner vie. Donc par exemple là, il donne vie à ce golem, qui va ensuite nous aider, soit à récolter des ressources, soit à nous défendre comme ça quand on est attaqué par des ennemis. Donc on a un monde infini, généré procéduralement, un petit peu comme Minecraft, mais avec le moins possible de cubes. C'est-à-dire je voulais pas avoir un jeu cubique, justement. Bon là, il y a pas mal de cubes, parce que c'est une grosse construction. Et puis on a des sorts du genre boule de feu et tout ça, parce qu'en gros, on joue un alchimiste. Vas-y, tu peux l'enlever. Tu peux l'enlever. On joue un alchimiste qui combine les éléments, les recombine pour construire des choses ou les utiliser comme attaque ou des choses comme ça. Voilà le concept un petit peu du jeu. Alors pour le son, au niveau des effets sonores, c'est pareil, les banques d'effets sonores, il y en a plein sur internet. Donc j'ai récupéré ça sur internet et les musiques, je les ai composées moi-même, sachant que je suis musicien. Donc, par exemple la musique du trailer, c'est moi qui l'ai composée. Sur FL Studio. Après, composer, c'est compliqué. Il faut de l'inspiration et il faut. Ah, voilà. Par rapport à l'équipe, tu as déjà pensé à t'entourer de gens pour t'aider sur le côté graphique, sonore, ou alors c'est trop prise de tête? Non, c'est-à-dire que j'aime bien déjà. Moi, je suis passionné vraiment par tous les aspects de la création du jeu. C'est pour ça que j'ai été jusqu'à faire les musiques en fait. C'est vraiment le fait d'avoir fait le jeu en entier, je trouve ça vraiment cool. À part les modèles 3D animés des animaux, parce que là, ça serait totalement impossible pour moi. Mais par exemple, la plupart des textures, c'est moi qui les travaille sur Photoshop ou des choses comme ça, quoi. Pour le monde est entièrement généré procéduralement, ce qui m'évite justement d'avoir à payer quelqu'un pour faire un monde à la main. Je préfère faire un jeu un peu plus, on va dire, créé mathématiquement, mais au moins voilà, c'est moi qui l'ai fait. Puis Tu crois pas que tu gagnerais en qualité en t'entourant des gens
Alors, oui et non, parce que au final, ce qui manque vraiment à mon jeu, c'est pas tellement la qualité des graphismes ou des choses comme ça. C'est plus, en fait, ce qui me manque vraiment pour le coup, c'est un véritable game designer. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de faire un jeu qui est intéressant pour les joueurs. Et ça, pour le coup, bah, c'est aussi un métier. Et un programmeur n'est pas forcément un game designer. Donc, ce qui manque beaucoup à ce jeu-là, honnêtement, c'est ça. En fait. C'est le game design qui fait que l'engagement du joueur va être plus important. Donc c'est là où effectivement j'aurais gagné à avoir peut-être une autre personne. Je sais pas s'il y a d'autres questions, ouais. Vas-y. Alors c'est intéressant parce qu'en fait le jeu qui m'a rapporté 48,63 €, je l'ai fait pas vraiment non plus, enfin j'avais déjà plus d'espoir de faire un jeu à succès, puis j'ai pas vraiment essayé, c'était un jeu, c'était tellement what the fuck. Par contre, j'ai utilisé les technologies que j'allais utiliser dans ce jeu-là. C'est-à-dire que je l'ai codé sur mobile, mais en codant moi-même des shaders et des choses comme ça, ce qui était totalement inutile dans le jeu, qui ne servait à rien. Mais pour me préparer à ce jeu-là, où pour le coup j'avais besoin vraiment de faire des vrais shaders complexes, des choses comme ça. Donc la technologie, je l'ai apprise sur le jeu précédent qui n'a servi que à ça, entre guillemets. Ouais. Bah après, à l'N7, on faisait des cours de Java, mais c'est pas ça qui m'a appris à faire des jeux. Ouais. C'est sur Android et sur iOS. Sachant que, en gros, j'utilise un framework qui s'appelle libgdx, qui va vous donner pas mal de fonctions pour vous simplifier la vie, notamment pour charger les modèles 3D. Ce qui est totalement laborieux à faire soi-même, hein, un chargeur de modèle 3D où on doit charger toutes les animations qui sont dans des nœuds du squelette et tout ça. Enfin, c'est une horreur à faire. Du coup, ça, c'est géré par libgdx. Et ensuite, moi, il ne me reste plus qu'à coder pour le coup les shaders en eux-mêmes, à faire l'affichage. Mais par exemple, je n'ai pas à gérer tout ce qui est son. Il y a déjà des fonctions pareil dans libgdx. Tout ce qui est réseau, par exemple, j'utilise quelque chose qui s'appelle Cryonet. Enfin, il faut utiliser comme ça des librairies externes. Il ne faut pas tout coder soi-même non plus, quoi, c'est sûr. Là, j'essaie déjà de faire un petit peu mon propre moteur, mais il ne faut pas non plus réinventer la roue, quoi. Ça ne sert à rien. Hein. C'est une perte de temps pour le coup. Alors, typiquement, les créatures auxquelles on donne vie, c'est là où le fait d'avoir mon propre moteur me donnait un avantage. C'est-à-dire que ça, pour le faire sur l'Unity, le fait qu'un joueur puisse comme ça créer une forme, n'importe laquelle, avec n'importe quel bloc, et qu'ensuite cette forme, on va devoir l'animer, mais de façon à qu'en gros, c'est pas juste faire bouger les trucs, c'est-à-dire que, par exemple, la jambe se plie, quoi. Donc, ça, c'est parce que j'ai fait le moteur que j'ai pu faire ça. J'ai un shader spécial qui permet d'animer ce type de créature, etc., quoi. Voilà. Ouais. Une question qui peut peut-être intéresser du monde. Ouais. Tu as pris quoi comme statut professionnel quand tu penses? T'es en URL, Alors pour celui-là, je suis en auto-entrepreneur. D'accord, donc Sachant que, alors, c'est pas qu'entre-temps j'ai changé, mais par exemple, quand j'avais revendu les droits d'utilisation de licences, c'était ce qu'on appelle des cessions de licence. Donc ça, en termes d'imposition, c'était un statut différent qui était en fait plus taxé qu'auto-entrepreneur. Mais auto-entrepreneur, le problème, c'est qu'il y a un plafond qui est à 32 000 €, donc on ne peut pas tout faire en auto-entrepreneur. Donc il y a le fait d'être en fait l'auteur d'un logiciel original vous permet de faire imposer certaines choses, mais uniquement cession de licence. Par exemple, si c'était de la publicité qui vous rapportait de l'argent, ça ne marche pas. Donc il y a
un truc en particulier qui est quand même assez avantageux en termes fiscal. Et c'est ça que j'utilisais pour les revenus du jeu précédent. Voilà. Et en plus d'être auto-entrepreneur, t'as dû particulier à genre des commerces, là, pour revendre un jeu. Ben non, puisque t'es pas commerçant, comment dire, c'est pas le même statut. Toi, en fait, t'es plutôt ce qu'on appelle prestation de service, finalement, quand tu fais un jeu comme ça. C'est-à-dire tout ce qui est vente de jeux dont tu es l'auteur, toi, dématérialisé, c'est vraiment pas le même statut que les commerçants qui vont acheter des trucs et les revendre en physique. C'est pas du tout le même statut. Et ce qui est dommage hein, d'ailleurs, parce que les commerçants qui achètent et qui revendent en physique, leur plafond c'est 80 000 euros, je crois. Parce que en fait, eux, ils doivent acheter des choses. Alors que toi, en fait, tu produis des choses intellectuellement. Et du coup, tu es censé ne pas avoir trop de différence entre ton chiffre d'affaires et ton revenu net, quoi. Donc c'est pour ça que notre revenu à nous, enfin notre chiffre d'affaires, puisque un auto-entrepreneur est imposé sur le chiffre d'affaires et pas sur son revenu, bah, c'est pour ça que le chiffre d'affaires est beaucoup plus faible pour nous que pour un commerçant qui vend des matières. Voilà, je ne sais pas s'il y a une dernière question. On peut continuer à discuter avec Marc s'il y a des questions Ouais. pour après. On va ranger les chaises. Il y a aussi des